Ici Jean-Dominique Leduc, bienvenue au 8e épisode du balado Entre deux cases. Aujourd'hui, je m'entretiens avec un homme orchestre de la bande dessinée québécoise, Marc Tessier, qui est à la fois scénariste, notamment des albums René Lévesque, Quelque chose comme un grand homme et Un pari pour Dallaire, éditeur pour Feu les éditions Trip ainsi que Moël Graphique, et il a également enseigné la bande dessinée à l'Université du Québec en Outaouais. Marc Tessier, salut. Salut Jean-Dominique. Alors Marc, dans l'heure qui suit, on va tenter de parler de ce qui se passe dans ta vie professionnelle, parce que Dieu sait qu'il se passe beaucoup de choses. J'ai l'impression d'ailleurs que depuis l'année dernière, là, il y a vraiment... on est vraiment dans une période Marc Tessier. Ouais, mais j'aimerais remercier tout de suite René Lévesque du Paradis. Merci mille fois. Oui, mais avant même de parler de René Lévesque, Quelque chose comme un grand homme, album que tu as scénarisé et qui a été publié aux éditions Moël Graphique, il faut quand même savoir que tu es un vieux routard de la bande dessinée québécoise, là. Ouais, ben là, je suis rendu dans la période sexygénaire, là. Alors, ce qui est drôle, c'est que avec cette extraordinaire, cette foisonnante période que tu vis, il y a plein de gens qui te découvrent. Est-ce que tu as l'impression... ou en fait, non, je vais poser la question différemment. C'est comment d'être... vu comme un jeune auteur dans les yeux de certains et certaines. T'impliques-tu que je suis encore dans la relève, là? Non, mais je m'explique, c'est que... oui, t'es là depuis les années 80 dans le milieu de la bande dessinée québécoise, mais comme t'es issu de la contre-culture et que t'as évolué dans le milieu de la bande dessinée québécoise, je dirais peut-être en marge, si on veut, d'une certaine route populaire. Ouais, ok. Ouais, je pense bien. Ben, la contre-culture, j'ai tout le temps aimé ça. Parce que, ben, tu sais, moi, ma première grosse influence, c'est la BD européenne, l'école de Spirou, je dirais Tintin, puis, tu sais, un petit Edgar P. Jacob à côté. Puis quand je suis arrivé à Montréal, ben avant ça, j'ai découvert les Underground, Crum, Gilbert Shelton, tout ça. Puis ça m'a donné... Ben c'était à l'âge pour découvrir ces choses-là, puis ça m'a donné une claque d'en face. Puis après ça, ça a été quand je suis allé à New York, puis la première fois, j'ai tombé sur Raw de Art Spiegelman. Puis ça a été une révélation qui m'a dit « Wow, on peut faire une belle revue artistique, on peut mélanger des styles, puis on peut faire quelque chose qui rend ça extrêmement contemporain. » Puis c'est là que ça a été le déclic. Fait qu'à partir de là, fait que oui, je suis dans l'underground, mais c'est parce que pas mal tout le monde qui était intéressé était dans l'underground. Tu sais, je regarde Valium, il est encore dans l'underground, malheureusement. Puis Julie Doucet, ben je pense que quand elle a commencé, c'était de l'underground aussi. Puis tu regardes aujourd'hui, il y a quand même une saveur underground, tu sais, quelque chose de contre-culture. Des contre-cultures populaires, tu sais, parce que la culture aujourd'hui, on sait c'est quoi, ça passe par les médias sociaux, puis je sais même plus si on peut appeler ça de la culture, là. Mais ce qui est quand même formidable, et t'as nommé Valium, t'as nommé Julie, on pourrait aussi parler de Richard Suicide, ouais, de Cyrus. On pourrait, tu sais, donc toute cette bande-là de la fin des années 80, le virage, si on veut, la révolution Xerox, là. Ouais. Ici, un peu partout, mais ici à Montréal, donc la scène locale du fanzine des années 90, où à l'époque, la production de contre-culture, en fait, c'était, on créait une œuvre, on la photocopiait, brochait à une centaine d'exemplaires, on vendait ça au Cheval Blanc, on vendait ça dans un bar, dans un show. Et au marché du livre. Ah oui, au marché du livre. Qui est où la grande bibliothèque a été bâtie, là. Dans le sous-sol, là. Oui, on descendait là. Puis c'est là l'endroit où moi j'ai découvert des choses comme Mille Putois, des affaires comme ça, tout le monde allait les porter là. C'était vraiment l'endroit. Parce qu'il y a eu la librairie Fantasio
avant ça, mais elle n'a pas duré longtemps, malheureusement, parce que c'était vraiment le fun. C'est là que j'ai acheté 1000 Rectum, c'est un album de Valium à son lancement, puis il m'a fait une belle dédicace avec son style de dessin fait par des enfants, mais par un Valium, là. Ah, Valium. Mais ce que je trouve extraordinaire, puis on reviendra à Valium, parce que Dieu sait qu'il y a tant de choses à dire, c'est qu'en quelque part, je dirais pas que c'est la revanche des nerds, là, mais vous arrivez tous tardivement et vous arrivez à un moment de l'histoire de la bande dessinée québécoise où là, il y a une diffusion. Et il y a un paquet de lecteurs et lectrices qui vous découvrent alors que vous êtes au sommet de votre art. Et ça, c'est extraordinaire. Parce que craquer un album de Julie Doucet, craquer un album de Marc Tessier, de Valium, alors qu'on vit à une époque où il y a beaucoup de nouveaux jeunes auteurs, autrices, où il y a une multiplication de structures éditoriales, où beaucoup de gens publient des albums, de voir, et là je le dis, mais vraiment avec toute l'affection que j'ai pour vous autres, de voir les doyens débarquer et occuper le même espace, d'avoir accès à des albums de vous autres qu'on peut acheter en librairie, qu'on n'a pas besoin là de creuser dans un sous-sol de Laval ou de travailler pendant des années pour essayer de mettre la main sur un petit fanzine, d'avoir accès à vos œuvres. Moi, je trouve que c'est extraordinaire. Je trouve que, en ce sens, souvent les gens disent « Ah, la bande dessinée québécoise va bien ». Oui et non. Je connais pas beaucoup d'auteurs qui en vivent encore à ce jour. Mais ceci dit, il y a une visibilité médiatique qui, je pense, est sans précédent. Il y a une multiplication de plateformes. Évidemment, tu parlais des médias sociaux. Il y a toujours... la médaille a toujours un envers, hein, mais il y a du bon et il y a du mauvais dans tout. Mais je pense aussi que l'avènement des médias sociaux a contribué à cette propulsion-là. Ouais, de la bande dessinée québécoise en général. Oui, qu'on en parle. Oui, qu'on en parle, comme tu dis, sur plusieurs plateformes. Puis c'est parce qu'il y a une multiplicité de choix. Tu sais, je trouve qu'aujourd'hui, il y a une BD pour adultes que moi, je me revendique totalement. Moi, je ne suis pas nécessairement intéressé. Ben, à part René Lévesque, que j'ai vraiment pensé pour un tout public, là, genre Tintin, 7 à 77 ans. Mais en général, je vise moi, ce qui m'intéresse, c'est des problématiques d'adultes. Mais il y a de la BD pour jeunes, tu sais, Young Adult, que je trouve super intéressant, qu'on commence à développer avec des choses intéressantes. Fait que c'est comme, bon, il y a une BD qui rejoint toutes les couches d'âge de la société québécoise. Fait que ça, c'est quand même, c'est excitant. Là, j'espère un jour que la critique va aller plus en profondeur dans sa façon de définir, parce que souvent, il y a des albums que je trouve c'est pour jeunes, mais qu'on vend comme le nouveau chef-d'œuvre. Puis là, je dis, OK, c'est pour jeunes, tu sais. Je veux dire, moi, je trouve ça beau, je trouve ça intéressant comment c'est structuré, mais moi, ça m'intéresse moins. Moi, je veux de la BD pour adultes. Parce que je sais pas, il y a quelque chose là-dedans dans la problématique aujourd'hui. Puis c'est aussi l'âge. Je le dis tout le temps, là, quand j'écrivais à 28 ans, 30 ans, si je suis plus la même personne qu'aujourd'hui à 60 ans, j'ai un background vécu, puis je pense que ma sensibilité s'est développée, puis elle est autre. Puis ça m'aide aussi dans ce que je fais. Puis je pense que l'efficacité que tu dis, notre génération aujourd'hui, c'est peut-être par le fait qu'on est plus vieux, on a barouetté, on a écrit, on a fait plein de projets, puis on a une sensibilité qui est plus adulte. Fait que c'est intéressant de lire des choses comme ça, comme Cyrus Vogue-Lavalise. Quand il m'avait parlé de son enfance en foyer d'accueil, ça ferait un livre incroyable, mais ça lui a pris quand même 10 ans avant de dire oui, ça serait un livre incroyable, puis se mettre à travailler dessus pour un autre 10 ans, là. Mais c'est déjà, tu vois, des décennies de travail. Parce que là, tu sais, un Père pour Dallas, 7 ans, Lévesque, 5 ans. Fait que là, j'aimerais ça faire des livres un petit peu plus vite des fois, là, mais en tout cas. Oui, mais en même temps, c'est ce qui fait que ces œuvres-là sont denses, sont stratifiées, sont profondes, et trouvent une résonance aussi. C'est que ces œuvres-là n'ont pas été réalisées dans l'urgence. Non, mais c'est ça. Je pense que c'est le désir aussi de faire quelque chose que tu es fier. Quand tu passes beaucoup de temps, mettons si tu fais quelque chose de plus commercial, ça t'en sort, t'arrêtes pas de produire. Mais dans nos cas, c'est si tu as une opportunité, gâche-la pas.
Puis c'est tout le temps comme ça, j'ai vu, on a une opportunité de sortir un livre à la pastèque, on va faire notre 110%, ça va être la meilleure affaire qu'on peut faire au moment où on le fait. Puis ça, c'est une philosophie qu'on partage toutes, un sens de l'excellence, parce que là, on gaspille pas nos opportunités. Puis comme quand c'était dur, quand on a commencé, puis on a créé nos opportunités, ben si quelqu'un vient nous chercher, ben on va donner le meilleur de nous-mêmes. Puis ça, c'est quelque chose. Puis le meilleur de nous-mêmes, rendu à l'âge qu'on a, ben c'est quand même intéressant. T'sais, on a des choses à dire, puis on a des remarques, puis on a un regard en arrière qui est intéressant par rapport à ce qu'on vit aujourd'hui. C'est quand même extraordinaire parce que votre génération a vraiment ouvert la voie, en quelque sorte, comme d'autres générations l'ont fait avant vous, comme l'expérience Crow aussi a beaucoup contribué à l'épanouissement de la bande dessinée québécoise. Mais je trouve ça formidable de voir qu'en 2023, Julie Doucet est présidente du Festival international de la bande dessinée d'Angoulême. Qu'Henriette Valium, et ça, on peut toujours saluer les initiatives en lien avec Valium. Donc, il y aura une exposition lui étant consacrée, présentée en Italie. On espère vraiment beaucoup... À Marseille. À Marseille, mon Dieu, excusez-moi. À Marseille, oui. À moins que tu connaisses des choses Non. Et on espère d'ailleurs que cette exposition-là puisse venir ici, au Québec. Mais de vous voir éclore comme ça... il y a quelque chose de profondément touchant. D'une part, parce que vous avez jamais lâché. Et je trouve qu'il y a quelque chose de rassurant aussi là-dedans, Marc, parce que j'y vois là, moi, comment je pourrais dire? Comme si... le temps est cyclique en quelque part, et parfois, quand on sème, ça peut prendre du temps avant de récolter. Oui. Ça peut prendre des décennies. Et je pense que tu es très bien placé pour en parler. D'ailleurs... Mais en même temps, tu sais, j'ai pas été resté inactif, là. Ah non, c'est pas ça que je dis du tout. Ben, d'ailleurs, c'est là, et c'est là qu'on s'en va. Parce que moi, je considère que avec Jimmy Beaulieu, tu es à toi seul un homme orchestre de la bande dessinée québécoise. Tu l'as enseigné, la bande dessinée... t'es éditeur et tu édites de la bande dessinée depuis longtemps. T'es un artiste, t'es un scénariste, donc t'as touché à plusieurs facettes et tu touches à plusieurs facettes du médium. T'es aussi vraiment un ardent défenseur des nouvelles générations. Tu as piloté une structure éditoriale qui s'appelait Trip, dont tu as annoncé la fin il y a quelques mois. Et les 2 derniers albums ont été publiés un peu de temps avant Noël. Donc, pour Exposine. Là. Oui, pour Exposine, donc en novembre. Et donc, fort de tout ce travail-là, moi, je considère qu'en soi, c'est un accomplissement. De toute façon, éditer de la bande dessinée au Québec, déjà, corrige-moi si je me trompe, mais c'est un acte de foi. Oui, ben si t'as pas de distributeur, là, c'est fou, là. Bon, ben parlons-en, parce que la structure éditoriale Trip, que tu as pilotée pendant une dizaine d'années au moins, là. Oui, ben je te dirais qu'officiellement, il y a eu des prémices avant, mais c'est 2010 que je pense qu'on a lancé ça, moi puis Stanley Wayne, dans la structure qu'on connaît actuellement, là. Et donc, cette structure éditoriale-là a donné une voix à des auteurs qui, autrement, n'en aurait pas eu. Et là, on pourrait faire l'exercice d'énumérer un paquet de gens. Moi, il y en a un qui me vient à l'esprit. Pourtant, il est là depuis les années 70, mais Louis Rémillard, pour ne pas le nommer. Alors, avec le retour de l'Iroquois, dans tes fonctions d'éditeur chez Trip, t'as réussi quelque chose d'assez extraordinaire. C'est de donner un véhicule à un auteur qui est là depuis les débuts du printemps de la bande dessinée québécoise. Là. Il a débuté sa carrière en même temps que Réal Godbout, qui est un des rares autres acteurs de cette époque-là qui est encore actif aujourd'hui. Oui, qui sort un livre à la fin du mois. Oui. Là, oui. Que je vais manquer le lancement. En tout cas, on va pas tout avoir. Heureux qui, comme Hugo, aux éditions de La Pastèque. Mais donc, je veux revenir sur l'expérience Trip, parce que pour moi, dans
dans le paysage de la bande dessinée québécoise, je trouve qu'il y a beaucoup de parenté avec ce qu'un Yves Millet a fait dans les années 80 avec Chiz, ce qu'il a fait avec Zone Convective dans une certaine mesure. C'est-à-dire de tracer une voie parallèle à ce qui se fait et à prendre des risques. Pour moi, les éditions Trip, si j'avais à résumer Trip en un mot, c'est risque. Dans le sens où, tout à coup, de par sa particularité, de par sa nature autre, quand on met la main sur un album de Trip, on sait qu'on va vivre une expérience différente comme lectrice et lecteur. Est-ce que c'était ça, est-ce que c'était à la base? Ben oui, parce que moi puis Stanley, on en parlait beaucoup. Je pense qu'un médium, pour qu'il évolue, il faut faire des expériences. Il faut tenter des choses, expérimenter dans le langage, publier des auteurs qui sont pas nécessairement considérés comme commerciaux. Puis il y a tout le temps cet aspect-là de la bande dessinée qui est commercial, il faut rejoindre un certain nombre de gens pour rentabiliser, surtout aujourd'hui. Fait que c'était primordial de créer quelque chose, un bloc d'expérimentation où on publie un paquet de gens, mais en même temps, tu sais, je pense à Rupert Buttenberg, son premier livre, Trump Staddington, il était exceptionnel dans son concept, tout ça. Puis après ça, Carlos Santos avec Silent World, que, tu sais, une expérience où le gars prend du champignon magique puis il fait une bande dessinée, tu sais, qui c'est qui va publier des choses comme ça? Skip Jensen? Skip, tu sais, un moment donné, c'est La Chine Beach, qui est son premier livre, qui est incroyable. Puis après ça, il s'est mis à en faire plein. Là, il a eu enfin une bourse, puis là, il travaille sur un nouveau projet qui est plus un projet documentaire qui revient un petit peu à La Chine Beach. Mais c'était, tu sais, Billy Mavrias, tu sais, c'est du monde qui sont des artistes incroyables. Puis là-dedans, ben, c'est important de publier des nouveaux auteurs, des gens qui commençaient, tu sais, des gens qui ont une voix différente, tu sais. C'est comme encourager la différence. Puis je comprends pas, puis ça a été dur parce qu'on a voulu avoir des subventions à un moment donné, puis il fallait, tu sais, quand tu veux des subventions en tant qu'éditeur, il faut que tu aies un distributeur, il faut que tu aies un tirage minimum, il faut que tu aies un certain nombre de titres. À un moment donné, je trouve que c'est de la merde. Ça devrait être un comité qui regarde, puis on dit la valeur artistique de ces œuvres-là, on veut encourager ça parce qu'il faut des voix différentes pour enrichir le paysage. Puis c'est ça qu'on voit. Puis il y a tout le temps le danger quand ça devient une business, comme la bande dessinée devient plus populaire, on en vend plus, on parle plus de business, de publier des produits plutôt que des auteurs. Fait que ça, Trip, c'était le contraire. On va publier des gens qui ont une vision distinctive, qu'on peut les retrouver, tu sais, comme Rod Legrand, son dernier, tu sais, comparé à son premier livre que j'ai publié, qui était une collection de récits qu'il avait déjà fait, puis là, il se lance dans quelque chose d'encore plus ambitieux. Son trait a évolué, son ambition aussi, ses thématiques sont plus approfondies, puis c'est ça que j'aimais, tu sais, travailler avec des auteurs. Puis quand tu dis risque, regarde, Le Retour de l'Iroquois, j'ai décidé de le publier plutôt qu'en numérique sur des presses rotatives, puis en faire un nombre, 350 copies, c'était un gamble, un risque, mais j'y croyais, tu sais. Moi, où l'auteur était découragé, puis il pensait pas que ça allait avoir du succès, moi, je disais ça, ben non, c'est incroyable, ce livre-là. Il faut absolument que ça existe. Puis c'est ça, des fois, il faut que ça existe. Il faut que d'autres personnes puissent découvrir ces choses-là parce que c'est ça qui enrichit. Parce qu'à un moment donné, on va retourner, il y a des gens qui vont faire des études sur la BD québécoise, qui vont regarder en arrière, puis ils vont sortir un paquet de livres comme toi, tu fais souvent, puis ils vont dire, ceux-là, là, c'est exceptionnel, puis il faut les rééditer, parce que notre passé, là, vu que tout arrive dans les magasins, ça passe, ça disparaît, on ne trouve plus plein de livres, puis c'est dommage, parce qu'on devrait avoir une section patrimoine qui en publie bien plus. Mais en tout cas, on fait ce qu'on peut. Hein. Oui, bien justement, de prendre cette décision-là, 12 ans plus tard, de mettre la clé sous la porte, là, littéralement d'annoncer la fin, de mettre fin à ce projet éditorial-là de Trip. Est-ce que ça a été une décision difficile? Si je dis non, ça veut pas dire que j'étais content de fermer. C'est juste que c'est une question de temps. Puis, je pense qu'en vieillissant, on voit que le temps s'accélère. Puis, ce qui est arrivé, c'est que moi, être éditeur, c'est par la force des choses. Puis moi, je me suis tout le temps considéré comme un auteur, puis à un moment donné, je veux faire de la bande dessinée, tu sais. Je peux en publier, puis j'adore en publier, puis je vais encore travailler avec des gens, parce que, tu
sais, tous les projets que j'ai pilotés, c'est que je trouvais que les gens m'apportent des projets, des idées, puis je trouve ça exceptionnel, puis il faut que ça existe, ces livres-là. Fait que c'est un investissement, là. C'est comme, tu t'investis avec ces gens-là. Regarde, Géant au pied d'argile, je pense que c'est 5-6 ans encore d'investissement. Puis c'est le fun, je suis content. Après ça, j'ai vu content, puis le livre existe, puis il y a une force là-dedans, tu sais. Ben, d'ailleurs, est-ce que cette transition-là, en fait, est-ce que ta collaboration avec Moël Graphique ou ton implication plus que ta collaboration, est-ce que tu vois ça comme une espèce de transition entre Trip et tes futurs projets que tu vas piloter? Ben oui, mais tu sais, c'est une structure démocratique dans le sens qu'il y a un comité de lecture. Fait que je peux pas arriver et dire on publie ça, puis d'attitude, là, faut qu'il y ait une approbation des autres membres du comité de lecture. Fait que c'est correct, tu sais. Mais en même temps, je trouve que, tu sais, il y a certains projets que moi, j'ai pas chapeauté, mais qui ont été publiés, puis ça ressemble à des projets de Trip. Fait que, tu sais, il y a une connivence, là. Puis il faut dire que Julien Poitras, qui est le directeur, le président de Moël Graphique, ben ça fait longtemps qu'on travaille ensemble, puis on s'est rejoints pour un intérêt mutuel, puis une appréciation mutuelle de quelque chose d'expérimental, de différent, d'artistique, qui fouille quelque chose. Fait que je pense que ça va bien avec Moël Graphique, puis bon, ben moi, je vais faire des projets, tu sais, avec eux autres, puis je vais amener des projets à Moël Graphique. Fait que mais un petit peu, peut-être moins que j'ai fait avec Trip. Mais est-ce qu'on pourrait éventuellement, dans un avenir rapproché, voir rebondir certains auteurs, autrices de Trip chez Moël Graphique? Parce que c'est vrai qu'il y a une certaine parenté d'esprit et de cœur. Oui, ben c'est certain. Il y a une couple il y a des auteurs que j'aimerais ça qui publient avec. Puis je vais les encadrer pour qu'on puisse faire un projet intéressant puis après le soumettre à Moël Graphique. Puis c'est ça. Ça, c'est des gens que j'aime beaucoup. Parce que quand tu travailles avec des gens en collaboration étroite, il y en a rarement que je veux plus travailler avec eux autres. La plupart, c'est que ça devient des amis. Puis, tu sais, je veux les encourager aussi, dans la mesure que je peux, à ce qu'ils soient découverts par un plus large public, là. En ce sens, je pense que non seulement ton travail d'éditeur, mais ton travail d'enseignant aussi, t'as amené aussi à être beaucoup généreux de ta personne, de tes connaissances envers la nouvelle génération. Est-ce que en retour, l'enseignement est-ce que ça t'a aidé à te conserver jeune d'esprit? Mais je pense que c'est ça. Tu t'enseignes, tu donnes autant que tu retires quand tu enseignes. Fait que tout ce que tu donnes, les autres t'envoient de l'énergie, tu sais. Puis souvent, tu vois des trucs. Parce que moi, j'ai essentiellement fait synthèse d'une année avec Réal, qui était merveilleux. Réal Godbout, ouais. Mais en général, j'enseignais la scénarisation en bande dessinée. Fait que ça, c'était un exercice pour moi le fun. Je dois en avoir lu des centaines et des centaines de scénarios. Puis c'est ça, commenter, aider les gens à atteindre le meilleur d'eux-mêmes à travers l'écriture, là, puis la bande dessinée. Et c'est drôle de former des gens au scénario, alors qu'on sait qu'au Québec, le travail de scénariste, tu sais, il n'y en a pas des masses de scénaristes, parce que généralement, les autrices, les auteurs, je dis généralement, je dis pas tous, mais généralement, les autrices, les auteurs aiment travailler seuls. Et donc, partir et porter le projet seul, donc autant au scénario qu'au dessin. Mais ça, c'est les conditions du marché québécois qui dictent ça. Dans le sens que une BD de genre commercial, comme il y a en France ou en Belgique, ça ne peut pas exister ici parce qu'on n'a pas de structure qui vont donner un salaire aux artistes pendant qu'ils réalisent l'album. Fait que ça laisse le choix. Fait que tu peux pas faire ça. T'sais. C'est comme tu vas passer des années, puis souvent, tu vas en faire un, tu vas te casser la gueule parce qu'il n'est pas aussi bon qu'en Europe. Fait que tu sais, j'entends beaucoup la BD de genre est pas assez représentée au Québec. Je suis d'accord, mais en même temps, il faut que ça soit une bonne BD de genre, puis il faut qu'elle soit encore meilleure que celle qui vient d'Europe. Est-ce que tu considères qu'il y a un public assez vaste pour ça au Québec, de ton expérience d'éditeur, d'auteur, d'enseignant, là, de ta perspective à toi?
Ce que je te dirais, c'est que j'aimerais ça en faire une BD de genre, puis apporter, moi, ce que je trouve qui... Parce que moi, il faut une modernité, tu sais, il faut être avec son temps. Tu sais, regarde la révolution des mini-séries à la TV avec les Netflix, tout ça, c'est que ça t'amène une écriture exceptionnelle qui va encore plus loin. Il y a une évolution dans l'écriture, comment qu'on peut dépeindre les êtres humains, puis la BD est un reflet de ça aussi. Fait que si tu fais une BD de genre, ben il faut que ça aille plus loin que les clichés habituels. Faut qu'on arrête de tout le temps refaire les mêmes affaires. T'sais. Moi, j'ai tout le temps dit que des fois, la BD de genre européenne, c'est le Hollywood américain. C'est qu'ils remplissent un marché de divertissement. C'est correct, mais à un moment donné, c'est pas assez pour moi un divertissement. Oui, mais ça il faut tenir compte du marché là-bas, du bassin de lectorat vieillissant qui continue toujours de... Tu sais, il y a une catégorie de lecteurs en Europe. Et je dis lecteurs, lectrices aussi, mais beaucoup de lecteurs, puis je pense que là, tu vas le vivre dans les prochains jours à Angoulême, là, les chasseurs de dédicaces, là, qui, eux, à chaque fois qu'il y a un nouveau Tintin, pas un nouveau Tintin, mais une nouvelle édition d'un Tintin avec du noir et blanc, mais un noir différent, disons. Alors là, tout à coup, il faut absolument qu'ils l'achètent. Donc, évidemment, il y a ce fond de lecteurs-là, et ce fond-là permet à l'industrie de fonctionner. Ouais. Tandis qu'au Québec, il y en a des acheteurs comme ça, mais c'est une minorité. C'est pas une majorité. Oui, il n'y en a pas assez pour faire vivre toute l'industrie. Puis si on vient à ça, ben la BD d'auteur, c'est ça pour moi, qu'il y a des gens qui aiment pas ça, des auteurs qui aiment pas ça, mais c'est ça qui a distingué le Québec. Qui donne une marque distinctive. C'est la BD d'auteur, d'autrice. C'est Julie Doucet, c'est de la BD d'autrice. C'est quelque chose de personnel, mais en même temps que Julie, elle a tout absorbé la bande dessinée européenne. Tu le vois dans son dessin parce qu'elle communique clairement. T'sais. Je pense que c'est intéressant de voir que la BD d'auteur ou la BD underground, c'est quand même quelque chose qui communique les idées d'une façon claire, mais des fois, on abordait des thématiques adultes, puis c'est ça qui fait qu'il la rend intéressant. Puis quand tu disais, nous autres, on est à Confluence, quand Fantagraphic a commencé à publier Peter Baggy, Dan Klaus, Jim Woodring, puis pendant ce temps-là, l'association était créée. Fait que c'était tout un mouvement de revendication de on veut quelque chose de différent, on n'est plus capable avec la BD, là, la BD européenne, on riait de tout ça. Il y avait tout le temps des scènes de nus pour vendre, puis c'était tout le temps la femme qui était exploité. Puis là, on voit aussi les conséquences en France de toute cette mentalité-là qui perdure, mais ici, on n'a pas ça. Puis je trouve tant mieux, on a quelque chose de différent qui est, tu sais, puis je pense à d'autres, en tout cas, c'est ça. Des fois, mon idée va plus vite, mais c'est ça, tu sais, il y a même des Québécois qui, publiant pour l'Europe, pour des gros éditeurs, ben ils font des scènes où il y a beaucoup de nudité, puis encore là, c'est la femme qui est exploité, tu sais. Puis ça, c'est quelque chose qu'il faut que, tu sais, il faut que ça arrête. Mais moi, je pense... En fait, j'espère que ça arrête avant, mais moi, je pense que ça va mourir au feuilleton avec la disparition de ce lectorat rigide-là qui résiste. Puis... Ouais. Tu te rends compte avec qu'il y a beaucoup de femmes qui sont là, ben mané, ça va être un milieu pas mal plus de femmes. Fait que si t'es un homme, t'es mieux d'avoir une sensibilité féminine, sinon tu passeras pas, là, tu sais. Puis quand je dis sensibilité féminine, ça veut dire juste t'ouvrir un petit peu, puis être capable de connecter avec les émotions, puis parler des choses vraies, là. Ben d'ailleurs, il y a eu en ligne, là... bon, je sais que t'es pas très médias sociaux, là, mais il y a eu une espèce de mini-scandale autour de Zep, qui a publié sur les médias sociaux, sur Instagram, je crois, un dessin de Bastien Vivès. Oui, hommageant les femmes de Bastien Vivès. Ouais, j'ai vu Paul Bordelot, ça réagit. Moi, j'ai quand même ça, au moins, je l'ai vu. Mais c'est ça. Puis j'ai dit, écoute, Bastien Vivès, tu comprends rien, là. Tu viens juste de te faire donner une claque d'en face, puis tu continues à faire les mêmes affaires. Fait que, tu sais... Mais t'as pas peur que ce genre d'événement radicalise la bande dessinée? Est-ce que t'as pas peur, justement, que ça aille complètement de l'autre côté du balancier? Ben, il y a tout le temps ce danger-là. Ouais. C'est parce qu'il y a des gens extrémistes, mais il y en avait des années 70 avec le féminisme qui était extrême aussi. T'sais. Je pense que les voix sont toutes exprimées. Si la frustration est contenue depuis des années, c'est sûr qu'elle va exploser avec un énorme retentissement.
après ça, ben ça va se calmer un petit peu. Mais moi je trouve ça intéressant, c'est que bon, si tu veux aller dans le même genre, si tu veux aborder l'intimité, la sexualité, tout ça, ben il y a une façon de le faire intelligente, le fun qui va résonner dans les lectrices puis les lecteurs. Fait que ça c'est un défi, tu sais. Puis tu vois, moi je travaille sur un projet en ce moment avec Chansigo, puis justement on a ça comme défi. Fait que ça va être intéressant, tu sais. Parce que je pense tout le temps au livre à Jimmy Beaulieu, tu sais, c'est quoi déjà? Journal comédie sentimentale pornographique. C'est ça. Ouais. Puis Ouais. juste le titre fait qu'au Québec, on le cachait dans une section plus adulte, tu sais, tandis qu'en Europe, ça avait plus de succès, puis il y avait plus d'ouverture. Fait que il y a aussi, en tout cas, tout ça, c'est la sexualité qui est omniprésente des médias sociaux, mais qu'on parle pas entre individus. Fait qu'il y a quelque chose là-dedans, tu sais, un problème de société que ça soulève, puis c'est un sujet intéressant à aborder, à fouiller. Mais tu sais, tu parlais de plus de présence féminine. Juste rappeler que l'an dernier, l'année 2022, le catalogue des éditions Pawpaw, piloté par Luc Bossé, n'a publié que des femmes. Je pense qu'au Québec, c'est une première, ça. Ouais, mais c'est normal. Moi, quand j'enseignais, c'était à la fin, t'avais comme, je sais pas, 8 femmes puis 2 hommes. Ouais, mais ça, dans à peu près toutes les formations artistiques, moi, j'ai fait une école de théâtre, je veux dire, dans ma classe, c'était presque juste des filles, là. Ouais, mais moi, quand j'ai commencé dans BD traditionnel, il y avait juste Caroline Mérola. Puis dans BD Underground, il y avait Julie, Caro Caron, puis d'autres. Mais il y en avait plus dans BD Underground. C'est ça qui est intéressant. Mais, tu sais, ça l'a changé. Moi, quand j'ai commencé à enseigner, mettons, c'était kiff-kiff. 50-50. Puis là, plus que ça avançait, plus que c'était des femmes, puis moins d'hommes. Fait que éventuellement, ça veut dire qu'ils lisent plus de BD, qu'il va y avoir plus de femmes qui s'intéressent à la bande dessinée, puis plus de femmes qui font de la bande dessinée. Fait que c'est quand même une petite révolution. Puis ça remonte aussi aux Américains avec Neil Gaiman, Sandman, où on dit que ça a été une porte d'entrée pour les femmes par rapport à la bande dessinée. Fait que moi, je trouve ça super le fun. C'est intéressant, c'est des défis. Tu sais, c'est le fun des défis, ça stimule puis ça motive à faire quelque chose. Moi, ça me met comme, je peux avoir l'âge que j'ai, mais tu sais, je me sens comme un jeune auteur, puis là, faut que j'excelle. Là, on me donne un défi, fais quelque chose que autant les hommes que les femmes vont aimer, puis en même temps, les femmes vont dire, wow, bravo, tu sais. Mais en même temps, je suis intéressé par la provocation, pas la provocation, je suis intéressé par faire quelque chose d'adulte, puis des thématiques d'adulte, puis entamer des discussions en proposant quelque chose qui pourrait choquer des gens plus prudes. Mais, tu sais, qu'est-ce qui choque? Tu sais, en BD, là, ouf, en tout cas. Mais choquer pour choquer... Non, jamais choqué pour choquer. Ça donne absolument rien de toute manière. C'est ça. L'indignation du jour, hein. À la fin de la journée, ça s'éteint, puis tout le monde a oublié, puis on remballe la journée. C'est ça. Mais proposer quelque chose d'intéressant qui fouille des problématiques actuelles, ça, c'est d'autres choses. Ben, alors, et là, tu m'ouvres grand la porte au géant au pied d'argile de Mark Maguire et de Alain Chevalier. Publié aux éditions Moelle Graphique, paru à la fin de l'année 2022. Projet que tu as piloté. Bon, moi, j'ai été très vocal dans mes différentes tribunes à l'endroit de cet album. Et je persiste et signe. C'est un album extraordinaire. C'est un album extraordinaire à plusieurs niveaux. C'est peut-être dû à mon âge, c'est peut-être dû à mon sexe, c'est peut-être dû à mon éducation, à d'où je viens. Mais cet album-là, moi, quand je l'ai lu, j'ai eu l'impression que les auteurs l'avaient fait pour moi. Et ça arrive pas souvent dans la vie d'une lectrice ou d'un lecteur, je pense. Encore moins d'un chroniqueur ou d'un critique ou d'une critique ou d'une chroniqueuse. J'aimerais que tu me parles un petit peu de ce projet-là. Comment t'es atterri dans ce projet-là? Comment il s'est présenté à toi? Parce que, et juste pour remettre en contexte, cet album-là aborde des thématiques masculines dont on ne parle pratiquement jamais. Ouais, c'est quand même particulier. Hein? Et non seulement dans les médias, mais on parle jamais de ça autour d'une tablée avec des invités. Je pense... Même dans l'intimité avec des proches, c'est pas le genre de sujet qu'on aborde, celui de la parentalité, celui du modèle masculin à redéfinir, parce qu'on vit une période transitoire. Hein. Nous,
les gens les générations X, Boomer et compagnie, en remontant le fil du temps, on provient d'une époque où on a été élevé par des hommes et des femmes qui provenaient d'une autre époque, qui nous semble... C'est pas loin pourtant, là. Dans le temps, c'est pas loin. Puis je te dirais qu'il y en a encore, tu sais, moi je travaille avec des gens, tu sais, dans la trentaine, puis tu sais, c'est encore là la problématique des parents qui ont de la misère à exprimer les émotions, puis ils contiennent ça à l'intérieur, c'est encore présent pour bien des gens, là, c'est... Alors, ça, j'imagine que ça t'a séduit d'entrée de jeu, là. Ben, OK, les circonstances sont assez incroyables. C'est que la compagne de Mark McGuire, elle travaillait avec une amie commune, tu sais. Fait que cette amie-là, Stéphanie, elle disait, tu sais, vous faites un projet de BD, contactez Mark, il en publie depuis des années. Fait qu'à un moment donné, j'ai un courriel de Mark McGuire qui me dit, on aimerait ça te rencontrer, on a un projet. Puis je disais, OK, bon... Tu sais, des fois, je disais, j'ai pas trop le temps, puis ça. Mais c'était à Stéphanie, je disais, oui, OK, why not, tu sais. Puis quand je l'ai rencontré, ben le courant a passé tout de suite. Là, j'ai appris qu'Alain Chevalier, ben, tu sais, il avait publié dans Noircir dans les années 90 avec Jean-Claude Amiot, tout ça. Il connaissait Jean-Claude, qui est un bon ami à moi. Puis là, la connexion, c'est, wow, tu connais Jean-Claude, c'est comme, tu sais, déjà, c'est comme tu rencontres des cousins éloignés que tu savais pas que t'avais, tu sais. Fait que, puis là, Alain me montre ses dessins, puis je regarde ça, je dis, wow, quel trait de crayon, t'es qui, toi? Je disais, comment ça que j'ai jamais entendu parler de toi? Puis là, il me disait, j'ai publié dans des revues de sport, des BD, OK, c'est pour ça, là, tu sais, des revues de char, je sais pas trop, de courses. Fait que là, on parle, puis là, j'ai lu l'histoire, je dis, waouh, c'est incroyable. C'est un petit peu la même chose qu'avec le retour de l'Iroquois. Moi, la même chose, je dis ça, waouh, ça parle de problématiques que j'ai jamais vu traiter, mais avec une sensibilité. Puis c'est essentiel, puis je trouvais que ce livre-là, il faut que d'autres personnes le lisent, c'est important. Tu sais, il y a des livres que tu pognes, c'est important, là, c'est comme, puis c'est fait au Québec, moi j'ai jamais vu ça, un truc comme ça en Europe, ça doit exister, ils doivent avoir abordé le sujet, mais pas avec quelque chose qui nous touche ici, là, puis c'est incroyable. Fait que là, j'ai dit, bon, ben oui, je vais vous chapeauter, je vais vous encadrer parce que je trouve ça, c'est trop fantastique. Fait que là, ils ont travaillé là-dessus. Un moment donné, j'ai dit à Alain, ben, il faudrait que tu fasses une demande de bourse, tu sais, parce que ça t'aiderait, parce que c'est que, tu sais, travailler, tu sais, un long projet, puis t'as pas d'argent, c'est dur des fois. Puis là, à partir de là, j'ai dit, hey, Alain, peut-être ça serait une bonne idée que tu publies tu fasses un chapitre de René Lévesque. Comme ça, au moins, les gens peut-être te découvriraient avant. Fait que ça donnerait peut-être un petit peu plus de traction quand tu sortirais ton livre. Puis, fait que là, Alain dit, OK, il a dit oui, puis là, j'étais, yeah, hey, tu sais. Et c'est lui qui a signé la couverture, l'illustration de couverture. Ouais, fait que plus tard, on avait une couverture plus graphique qui s'est retrouvée dans le dos du livre. Puis là, tu sais, mon éditeur m'a dit, ça serait mieux une couverture un petit peu plus BD, tu sais. Fait que là, j'ai pensé à Alain. J'ai dit, Alain, c'est pas nécessairement que c'est BD, mais comme c'est un cinéaste, un réalisateur, il connaît la lumière, tout ça. Tu sais, tu le voyais dans son chapitre sur la Corée, tu sens la poussière, tu sens, il y a quelque chose là-dedans, dans la mise en scène, que tu vois que c'est pas juste un dessinateur. Fait que j'ai dit, OK, la couverture. Fait que là, j'ai dit à Alain mon concept pour la couverture. René Lévesque est en train de travailler sur son manifeste, tu sais. Puis tu vois même qu'il lit, il y a les épreuves de la couverture de Option Québec, tu sais. Puis là, je trouvais ça super le fun parce que tu vois les marques de coupe, tu sais. Il y avait quelque chose presque qui revenait. Fait que Alain m'a fait quelque chose, c'était exceptionnel, c'était parfait, tu sais. On a dit, la couleur, l'éclairage, tu devrais faire. Tu sais, c'est le genre d'affaires qu'on travaille. Puis après ça, la couverture, je pense, c'est une des raisons pourquoi qui explique le succès du livre. Parce que je la trouve belle, puis elle est attirante, puis en même temps, je la trouve chaude. Il y a quelque chose là-dedans qui donne... qui est positive, tu sais. Je sais pas comment expliquer ça. Ben, qui est à l'image de l'homme politique. C'est ça. Près de... Tu sais, Lévesque, c'était un des nôtres, là. Tu sais, souvent, on reproche à l'élite politique d'être complètement déconnectée, de vivre dans un autre monde. René Lévesque était sur le plancher des vaches comme nous autres. C'est ça. Même plus que ça, il était le plancher des vaches de la Deuxième Guerre mondiale, puis il en a vu des affaires, là. Ouais. Ça, je disais, là-dedans, il aurait pu avoir tout un roman graphique, là. Puis en tout cas, c'est ça. Fait que là, il y en avait des affaires, tu sais. Des fois, tu vois dans le livre, il y a une scène où c'est juste un dessin de Dewey
que tu vois René Lévesque qui est dans un sol, puis tu vois des Allemands qui passent, tu sais, puis ça, c'est une histoire vraie, puis c'est caché 2 jours avec d'autres soldats, parce qu'il y avait des snipers, puis il n'était pas capable de sortir. Tu sais, c'est des affaires comme ça. Imagine, tu as 20 ans, tu vis ça. Fait que moi, en tout cas, c'est ça. René Lévesque, là, c'est vraiment c'est drôle, parce que je pense que c'est toi qui m'as demandé, c'est-tu un héros de bande dessinée, puis quelque part, oui, c'est un héros, René Lévesque, fait que qui se retrouve en bande dessinée, c'est parfait. C'est presque une BD de genre, presque. Ben, en fait, c'est drôle parce que quand j'ai lu la première fois le tout premier chapitre qui est dessiné par Louis Rémillard, ça me faisait penser à Tintin. Il y a quelque chose dans... Ouais, mais on a fait exprès aussi, hein. Ben, donc tu confirmes. Oui, parce que moi, je trouvais ça drôle. J'ai dit à Louis dans le scénario, tu sais, faisait une petite face un petit peu à la Tintin, tu sais. Puis je trouvais c'était drôle parce que c'est comme notre Tintin, mais notre Tintin qui n'a pas resté, il n'a pas fait la même chose toute sa vie. Non, il a évolué. Ouais. Un Tintin ad hoc, hein, parce que quand même la clope au bord de la bouche. Ouais, c'est ça. Mais moi, c'est parce que je voyais l'image d'ouverture, si ma mémoire ne me trahit pas, il est sur le pont, on voit un navire, et là, moi, je voyais tout de suite l'île Noire. Ou Coke en stock, il n'y a pas un... Coke en stock, c'est quand ils sont sur un bateau. Sur le truc qui flotte, là. Ouais. Une espèce de porte, d'ailleurs, qui a créé un scandale avec Titanic. Et là, je fais des liens vraiment douteux. Mais est-ce que Leonardo DiCaprio aurait pu embarquer sur la porte avec Kate Winslet à la fin du film? Là, je vois dans ton regard une absence totale de contexte. Alors, peut-être que celles et ceux qui écoutent le balado... Mais je m'en souviens plus bien. Ouais. Mais... Ben, le bateau coule à la fin. Ouais. Ça, on le savait déjà puis lui, avant de voir le film. DiCaprio, il se sacrifie pour Kate Winslet. Là, exactement, ouais. Ah. Mais bref, c'est fou parce que c'est ça. Donc, en lisant ça, j'avais l'impression d'avoir un Tintin québécois. L'aspect à l'étranger, l'aventurier, solitaire, qui porte à la fois le sort de l'humanité sur ses épaules, qui sont peut-être trop frêles, mais en même temps, malgré que ses épaules sont frêles, c'est un héros, et les héros, eux, sont indélogeables. Ouais, mais il y avait une naïveté puis une innocence à Lévesque, tu sais, quand il dit ça va être c'est l'aventure de ma génération d'aller pendant la Deuxième Guerre mondiale. Fait que je suis certain que sur place, quand il a commencé à voir les cadavres, tout ça, ça lui a fait un tu sais, ben, ouais. Il dit de toute façon, il dit quand il est revenu, il a passé une année, il a gaspillé une année de sa vie, il savait pas quoi faire. Mais tu sais, j'imagine qu'il fallait qu'il absorbe tout ce qu'il a vu là-bas. Puis, tu sais, on parlait pas de PTSD à cette époque-là, mais tu sais, je sais pas. Tu sais, moi, dans mes voyages, j'ai jamais vu des choses aussi pires que lui a vu, mais j'en ai vu en Inde des affaires de pauvreté extrême, des enfants dans des situations, puis ça te rentre dedans, tu sais, parce que t'es quand même un artiste à prime abord, c'est quelqu'un sensible qui laisse entrer le monde, puis qui le traduit dans une œuvre d'art après, de tout ce que les sensations, sa sensibilité, tu sais, fait que... T'sais, je trouvais que René Lévesque doit en avoir. C'est ça qui fait. Pour moi, ça fait en partie, ça explique qu'il était différent des autres. Parce qu'il y avait un respect pour la vie humaine. Puis tous les gens, c'est ça justement, sur le plancher de vache, beaucoup plus que d'autres. Puis c'est lui, il voulait tout amener la société québécoise dans une évolution. Là. C'était pas juste pour les élites. Là. Non, mais d'ailleurs, même ses adversaires le respectaient, ouais. ce qui est relativement rare en politique. Très rare, ouais. Mais... Puis, tu sais, même au point, je pense que c'est... En tout cas, là, on va parler politique. Mais quand je dis qu'il y avait une conjoncture en ta faveur, c'est que quelques mois à peine, mais en fait quelques semaines à peine après la parution de René Lévesque, Quelque chose comme un grand homme, paraît au début de l'année 2022 aux éditions de La Pastèque, Un pari pour Dallaire, que tu as réalisé avec Cyrus. Je veux dire, coup sur coup, 2 albums, c'est comme 2 coups de circuit, là. Ouais, mais c'est drôle, hein? La vie est faite comme ça. Tu peux pas prévoir rien, puis les gens, tu sais, quel coup magistral de publicité, ben non, c'est arrivé comme ça. L'évêque était supposé sortir plus tôt, il a été en retard à cause de planches non finies.
qui tardait à rentrer, puis tandis que ben là on avançait avec, tu sais, on savait déjà pour la sortie de Paris pour derrière parce que la Pastèque sont quand même bien organisés, fait que tu sais, tandis que l'évêque ça a été un stress de dernière minute, on est arrivé on a envoyé les planches finales pour l'impression, je pense une semaine avant, quelques jours avant le deadline, que si on manquait ça, ben le livre sortait au printemps prochain, tu sais, fait que ça a été, en tout cas ça a été, je pense, la période la plus stressante de ma vie par rapport à un projet, là, parce que plein de circonstances qu'on n'abordera pas ici. Mais ce qui est étonnant aussi, c'est de te voir coup sur coup scénariser 2 albums à connotation biographique. Et donc, un genre qui n'est pas tant abordé que ça au Québec, dans l'univers de la bande dessinée, le 9e art local. Il y en a, mais c'est pas monnaie courante. Ouais, ben, je pense que c'est le travail en amont qui fait que c'est dur de faire ça. Parce que tu peux pas comme... Des fois, tu envoies des albums européens qui sont des biographies d'artistes. Oui, il y en a beaucoup. Puis tu sens qu'ils l'ont écrit en une semaine, 2 semaines. Ah oui, mais parce que ça aussi, c'est un filon commercial en Europe. Ouais, là. c'est ça. Et moi, je me souviens d'avoir vu une vague là, autour de 2017 là, environ. Là, c'était tous les grands peintres. Ouais, là, c'est go. Là, on sort Picasso, Van Gogh. Là, on fait des peintres. Là, après, on va faire des chanteurs populaires. Aux États-Unis, ils sont très, très forts là-dessus. Ah oui, mais tu sais, Glénat, là, ils ont toutes des collections. On parle d'une collection, là c'est la mythologie ces temps-ci. Là. Puis, tu sais, j'en ai pogné, vu que moi, je travaille sur un projet sur Bacchus en ce moment. Puis je lisais ça, je dis, c'est que c'est pas bon. Il y en a un qui ont fait, là, c'était Thésée le Minotaure, mais là, Thésée à... Attends. Si tu Thésée était une femme, je sais pas, ils ont voulu changer ça pour rendre ça plus moderne, là. Jerry Friesen, là, celui qui fait les nouveaux métabarons. Puis j'ai trouvé ça là, tellement... en tout cas. Ben alors, il faut absolument que tu lises le prochain album de Réal Godbout, là, Heureux qui comme Hugo, parce que là, on est littéralement dans la mythologie. Là. Ouais, mais c'est ça. Fait que moi avec la mythologie, c'était fort dans mes travaux avec Alexandre Lafleur. Oui. Puis là, tu sais, la mythologie grecque, j'ai jamais aimé ça vraiment, parce que, tu sais, si tu y penses, Zeus, c'est le plus grand des violeurs, tu sais. C'est comme s'il met quelque chose dans le drink d'une femme pour l'amener chez lui après, tu sais. C'était tout le temps ça. Il convoitait une femme, il ensorcelait, puis il la baisait, tu sais. Puis je dis, quel modèle? Puis là, c'est comme le plus puissant des divinités. Puis il y avait quelque chose qui m'énervait dans toutes ces affaires-là. Mais attends, Marc, est-ce qu'il y a une divinité dans l'histoire de l'humanité qui représente un idéal? Ben, regarde, si tu regardes la mythologie hindoue, c'est totalement différent. C'est plus philosophique, c'est plus profond. Vishnu, tu sais, Vishnu, dont on est son rêve, l'univers est son rêve. Il y a quelque chose de poétique, de beaucoup plus profond qui vient me chercher. Tu sais, Bouddha aussi, là, il y a des affaires là-dedans que je lisais, que ce soit le Bouddha d'Hermanès ou, tu sais, le Bouddha de Tezuka, tu sais. Il y a quelque chose là-dedans qui vient chercher parce que c'est comme profond entre nous autres. Ça résonne. Moi, la mythologie grecque n'a jamais résonné en moi. Mais quand j'ai commencé Bacchus, là, j'ai pu trouver des points d'arrimage qui m'intéressent. Fait que tu verras, mais que l'album sorte. Tu sais, j'aime ça parce que j'ai beaucoup de plaisir à faire ce livre-là. Et dis-moi, de travailler, c'était pas la première fois que tu travaillais avec Cyrus là, pour Paris pour Dallaire. Déjà dans Krypton? Non, je pense Cyrus, je l'ai recruté pour Matintac. Oui, c'est ça, voilà, excuse-moi. C'est là, c'est ça qu'on dit, c'est là qu'on s'est rencontrés, puis j'ai vu qu'il tripait sur Dallaire, tout ça. Fait que c'est là, tu sais, c'est des affaires comme ça que des fois tu établis des connexions, tu te rends compte qu'il y a quelqu'un qu'on suit des routes parallèles, puis il y a des connexions profondes. Puis là, ben, si t'es vif d'esprit, tu dis, oh, il y a quelque chose là, c'est précieux. Puis tu t'en prends note. Alors Dallaire a été sur le feu pendant des décennies, en quelque part. À tout le moins dans l'inconscient. Oui, dans l'inconscient, c'est certain. Il y avait, moi, je ne sais pas qui aurait pu faire un Dallaire autre que nous autres. T'sais. Mais peut-être que quelqu'un d'autre aurait pu le faire. Mais en même temps, Jean Dallaire, c'est quelqu'un que moi aussi qui m'a marqué. Puis je me retrouvais beaucoup dans sa vie de sacrifice, de jamais vraiment de succès, de produire, être capable de produire, mais pas
pas en vivre adéquatement, puis affronter la difficulté. Il y a quelque chose, ça me touchait profondément. Ben moi, puis Cyrus, quelque part, il y avait quelque chose que je trouvais que c'était le cheminement d'un auteur de BD, de travailler toute sa vie, d'avoir du plaisir à le faire, mais de jamais atteindre un échelon où que ça éclate, t'sais. Mais est-ce que c'est mieux... Est-ce que c'est mieux un succès tardif ou un succès précoce? Parce que les étoiles filantes, c'est beau. Ouais, c'est ça. Ben, il y a tout le temps le quote d'Alan Moore qui dit que, tu sais, il riait de dessus, tu sais, des jeunes, il lui parlait des jeunes chanteurs qui pognent le succès, qui pognent plein d'argent, ils sniffent de la drogue, ils passent une go parce qu'ils n'ont pas la maturité pour dealer avec le succès, puis ils se retrouvent morts dans le Thames, tu sais, parce qu'ils ont plus... le fameux club des 27, là? Ouais, 28, là, mais ouais. c'était l'idée du succès que quand tu l'as trop jeune, tu vires fou. Parce que là, tout d'un coup, ton ego enfle, tu penses que t'es le meilleur, mais on sait que moi, dans ma carrière d'auteur, vu que ça fait longtemps, j'ai vu des gens atteindre des sommets comme Luis Neves, comme année, tout ce qu'il faisait, on en parlait dans les journaux, il faisait des expos, on en parlait, mais il a eu sa gloire super haute, puis d'un coup, on parle plus de lui parce que d'autres auteurs arrivent, puis on propose quelque chose d'autre. Fait que lui, il a comme eu de la misère de se remettre de ça, puis on sait qu'est-ce qui est arrivé un petit peu à Luis. C'est un cas triste, Luis Neves, parce que quel talent, et Dieu sait les albums qu'on ne lira jamais de lui. Ouais. Ben c'est ça. Fait qu'il faut faire attention. Je pense que pour répondre à la question, c'est plus fun d'avoir un certain succès plus vieux. Parce que tu peux le relativiser. Puis c'est ça, il n'y a pas longtemps, j'ai vu le film de Inarritu, le cinéaste mexicain Bardo. Puis là-dedans, il y a une scène avec qui imagine avec son père. Puis son père, il dit, tu sais, qu'est-ce que je t'ai dit sur le succès? Tu prends une gorgée, tu swing dans ta bouche, puis tu recraches. Parce que si tu la gardes trop longtemps, ça va t'empoisonner. Puis je pense qu'il y a quelque chose là-dedans que je trouvais très, très vrai par rapport au succès, là. Tu cherches pas le succès pour le succès. S'il vient, c'est le fun, mais tu continues, puis tu le mets de côté parce que c'est pas pour ça qu'on fait ça. Et ce qui est très drôle, c'est que Cyrus et toi avaient été d'un gag de Jérôme Bigras, signé de Jean-Paul Hyde à l'époque de Crow. Ouais. Je n'ai pas la date sous les yeux. Ça, c'est 92. Mais... Bon, ben, tu vois, je m'en allais dire dans ce coin-là. Donc là, c'est Suis-je artistique? Et là, on a l'archétype du Québécois bedonnant, banlieusard, donc en la personne de Jérôme, qui est confronté. Vous n'êtes pas nommé, mais je veux dire, c'est Cyrus et c'est toi, là. Oui, c'est sûr. Ce que je trouve extraordinaire de cette double planche-là, au-delà du fait que le questionnement est intéressant, c'est que 30-40 ans plus tard, vous vous côtoyez en librairie. Alors, le petit astronaute, René Lévesque... Même à Gatineau, on s'est côtoyés en séance de dédicace. Jean-Paul, il était juste à côté de moi, tu sais. C'était quand même drôle, tu sais. Mais tu sais, j'ai demandé à Jean-Paul pour acheter ces planches-là, il m'a jamais répondu. Je pense qu'il pensait pas que j'étais sérieux, tu sais. Parce que peut-être au début, il a fait ça parce qu'il y avait... Ça, c'est l'époque, là, de la fin de la vingtaine, de la revendication. On veut que ça change, tu sais. Puis moi, j'ai tapé, ça va faire un bruit dans le micro. Puis moi, puis Cyrus, on était... Et c'est ça, Cyrus, il a engueulé Fred puis Martin de la Pastèque parce qu'il publiait pas assez de Québécois, tu sais. Puis, c'est ça. Puis, quand je regarde après, je comprends cette espèce de rage. Tu veux faire ta place. Aujourd'hui, ça s'est tassé. Je pense qu'on devient plus tolérant, on accepte plus les autres, puis on reconnaît toutes les valeurs artistiques dans le travail des autres. Puis, on se parle plus, puis on est plus stable dans... On n'a pas... Là, j'ai plus ça, ce désir-là de tout chambouler la baraque puis de provoquer les autres. Mais à cette époque-là, c'est ça. Fait que je pense qu'on a provoqué une certaine génération d'auteurs parce qu'on arrivait là puis on était, Valium, Julie, c'était toute la même gang. Ouais, beaucoup campé, chacun. C'est ça. Puis on était tannés que c'était tout le temps une certaine bande dessinée qui avait, qui était dans les médias, tout ça. Mais tu sais, fait que je comprends. C'est comme la nouvelle génération qui veut pousser l'autre à, fait que Jean-Paul, il nous a parodié, tu vois, on est dans l'underground, fait qu'on descend dans le sous-sol de la bande dessinée, puis on est comme punk, mais on était punk de pensée. Oui, voilà. Vrai. Et c'est ça que su, moi, je trouve, capté dans évidemment,
moi, je pense que c'est un gros clin d'œil avec toute l'affection à votre endroit. Oui. Ben, gars, je l'ai republié dans Trip avec la permission de Jean-Paul. Ah oui, c'est vrai. Oui, le spécial années 90, parce que je trouvais que c'était quand même... Moi, je l'aime bien. Tu sais, c'est quand même tout un honneur de se faire caricaturer par Jean-Paul. Tu sais, puis d'être d'être dans une bande dessinée de Jérôme Bigras, c'est quand même pas banal non plus. C'est là. ça. Mais tu sais, ça vient d'une frustration mutuelle. Puis je pense que là, tout ça est passé. Là. Corrige-moi si je me trompe, parce que toi, t'es un acteur du milieu. Moi, je suis beaucoup plus en périphérie. Je suis un observateur depuis... tu sais, moi, j'ai commencé à aller dans les premières conventions puis dans les premiers festivals en 91 au Québec, 92. Là, j'étais au cégep à l'époque. J'ai l'impression qu'il y a moins de guerre de clochers. Je me souviens qu'au tournant des années 2000, là, il y avait vraiment des camps. Là, et il y avait la tranchée entre certains camps. Donc, ceux qui font de la bande dessinée, là, qui sont des mercenaires parce qu'ils travaillent pour des éditeurs européens, puis qui font pas de la bande dessinée au jeu. Puis là, à côté de tout ça, t'as ces gens-là qui regardaient la nouvelle génération en disant... tu sais, je me souviens pas qui avait dit ça à Jimmy Beaulieu. De la mousse de nombril. Okay. Dans un article, c'est-tu dans la presse ou dans le Devoir, je me souviens, écoute, ça fait longtemps. Mais je sens beaucoup moins ça aujourd'hui. Et j'ai pour preuve l'imposante délégation, qui n'est pas la première délégation québécoise au Festival d'Angoulême. Là. Il y en a. En l'an 2000, le Québec était à l'honneur. Oui, puis il y en a eu une en 1985 avec une bonne partie de l'équipe de Crow. En 87, il y en a eu une plus petite aussi. Avec Jacques Urtubise. Mais là, pour le 50e anniversaire du Festival d'Angoulême, sous la présidence de la Québécoise Julie Doucet, là, vous êtes une quarantaine. C'est quand même pas banal. T'es sûr, 40? L'autre fois, j'ai calculé, je pense qu'il y en a 31, 32, mais il y en a peut-être qui vont s'ajouter en périphérie. Ben moi, j'ai laissé mon téléphone ouvert, là, tout à coup, qui sonne pendant l'entrevue, mais ça sonne pas. Thomas Louis, il reste de l'argent, là? Mais c'est quand même... et moi, ce que je trouve formidable dans cette délégation-là, c'est qu'il y a différentes générations d'autrices et d'auteurs. Puis différents genres aussi. Et différents genres. Alors que dans les précédentes délégations, celle de 2000, celle de 85, tu sais, celle de 85, ils avaient pratiquement à peu près tous le même âge, là. Tu sais, c'était Urtubise, c'était Godbout, c'était Fournier, c'était Viau, etc. Là, il y a vraiment, je trouve, dans les noms que j'ai vus, évidemment, je veux dire, la délégation ultime, tous les autrices et auteurs québécois en auraient été, mais là, c'est pratiquement impossible. Ouais. Mais je trouve quand même qu'il y a eu vraiment un effort qu'il faut saluer de diversité, de ton, d'âge, de sensibilité. Je pense que je donnerais le crédit à Thomas Louis Côté pour ça. Parce que il me semble que c'est lui qui fait le pont entre tous ces auteurs-là, puis qui permet d'avoir une représentation de toutes les tendances. Fait que ça, chapeau à Thomas Louis pour, permettre que ça soit pas, il n'y a pas des conflits puis des frustrations. Tous les gens sont représentés, puis je pense, j'y tire le chapeau par rapport à ça. Bon, évidemment, quand on prend une décision dans la vie, quand on pose une action, nécessairement, ça déplaît à des gens, c'est normal. Mais somme toute, moi, je trouve que c'est quand même... je pense qu'il faut saluer cette initiative-là. Mais si on vient à ta question initiale, est-ce qu'il y a encore des chicanes de clochers? Ah, c'est sûr qu'il y en a encore. Tu sais, comme ce que je trouve intéressant, c'est comme le festival de... pas de Rigaud? Prévost. C'est ce qui est le fun au dernier festival de Prévost, puis celui de Gatineau, c'est que tu côtoies des gens que peut-être tu avais des petites paroles, des petits conflits avant, puis là, tu te retrouves assis à la même table à côté, puis finalement, tu entreprends des discussions, puis là, tu finis par d'avoir un respect. Et le respect devient mutuel. Tu te parles enfin. Je pense que c'est ça. Faut se parler. Parce que des fois, là, moi, j'interviens plus sur Facebook. Là, c'est fini. Là. Mais non, mais là, c'est comme. Ouais, je sais. Ça dégénère tout le temps. Puis c'est jamais des débats intéressants. C'est pas constructif. Ouais. C'est ça. Tandis que là, ben, tu peux rencontrer les auteurs. Puis tu peux te parler. Puis c'est le fun. Tu sais, à Prévost, là, de voir en dédicace un auteur comme Denis Rodier à côté de Freg qui fait de la bande dessinée jeunesse, Denis Rodier qui maintenant, depuis 2 décennies au moins, travaille du côté de l'Europe. Il faut des événements
pour pouvoir mettre côte à côte des auteurs qui font et des autrices qui font le même métier, Ouais. mais qui s'adressent à des publics différents, qui ont des sensibilités différentes. Et ça, je trouve que c'est important. Et il me semble, j'ai pas le souvenir de ça, moi, dans les années 90-2000, ou moins en tout cas. Non, peut-être c'est parce que j'imagine la BD underground, entre parenthèses, qu'on fait est devenue populaire. Fait que là, où avant, t'avais des exclus parce qu'on les considérait pas commerciales, fait qu'on veut vendre des livres, ils étaient pas là, tu sais. Là, maintenant, il y a une ouverture, je pense qu'il faut dire, Exposine a ouvert les portes grandes à accueillir des francophones, des anglophones de tout horizon, de toutes sortes d'affaires. C'est tellement inclusif, merci Louis Rastelli. Ben, d'ailleurs, cet événement-là, chapeau bas, parce qu'aucun autre événement au Québec, à ma connaissance, contribue à cette rencontre-là entre deux communautés qui autrement communiquent vraiment pas beaucoup. Mais tu sais, Louis, il y a tellement de difficultés à avoir des subventions, je comprends pas. Tu sais, les paliers gouvernementaux, en tout cas, mais Louis lâche pas. Fait que ça, c'est important. Puis c'est ça, comme Prévost, c'est le fun. C'est comme là, moi, je connaissais pas Vaureau. Fait que François Lapierre me disait hey, « je te présente Vaureau, puis on jase. » Puis là, ce qui est le fun, c'est qu'on se parle, on se dit « ah, il est cool, lui. » Puis après ça, ça te donne le goût de lire leurs livres. En tout cas, moi, ça me donne le goût de lire leurs livres. Puis là, j'ai dit « ah, c'est intéressant, ça, j'aime ça. » C'est comme là, je suis en train de finir, là, je suis dans le 3e tome de Mort et déterré. Puis c'est formidable. Puis là, je suis là, Chris Spirou, les meilleurs auteurs, c'est des Québécois. Ben, mais tu vois, je suis content de te l'entendre dire, parce que moi, quand je me fais cette réflexion-là, je me dis, bah ouais, mais toi, t'es chauviniste, là, tu sais. Non, tu sais, c'est comme, tu sais, Mort et déterré, Pascal, son dessin, il est incroyable. Il y a plusieurs cases, puis le scénario de... non, les gars travaillent super bien. Est-ce que tu as lu Créature dessinée par Jeff Bergeron? Non, ben c'est ça, là... ça, je veux dire, aussi, c'est un festin pour l'œil, tu sais. C'est ça. Fait que, petit à petit, là, on finit par toutes les passer, puis c'est le fun. Moi, je trouve que ça, c'est une victoire, parce que je pense qu'on atteint, ou en tout cas, c'était inespéré à l'époque, de dire, on n'a plus besoin de dire que c'est des auteurs québécois. Tu sais, dans Spirou, ils en font pas de cas, là. Ils disent pas, voici les auteurs de... Tu sais, ils vont peut-être le mentionner en entrevue, mais ils vont pas faire une promotion en amont autour de cette réalité-là. Et ça, je trouve que c'est une bonne nouvelle, parce que ça décloisonne. Parce que là, tout à coup, un Jeff Bergeron, un Colpron est l'égal de n'importe quel autre auteur qui issu de différents pays. Je veux dire, dans le journal Spirou, oui, il y a des Français, il y a des Belges, il y a des Italiens, il y a des Suisses. Mais c'est comme si moi, je me souviens à l'époque, c'était inaccessible, là, c'était impensable. Et souviens-toi, je pense que c'était en 2005, Maryse Dubuc avait piloté un encart d'une 20aine de pages spéciales Québec qui présentait, ça s'appelait Snowro. Et ça présentait la réalité de la bande dessinée au Québec et ça mettait de l'avant des planches d'une 30aine d'auteurs-autrices. Et ça, à l'époque, c'était énorme, là. C'était vraiment énorme de voir une planche de Left Hand, de voir une planche de Michel Rabagliati ou de Jimmy Beaulieu dans un Spirou. Je veux dire, c'était pas la première fois que tes Québécois étaient là. Et ça n'a pas été la dernière. Il y en a eu d'autres des Québécois depuis. Il y a eu Philippe Girard, il y a eu Yann Fortin. Il y en a eu du monde. Ah, c'est vrai, Yann Fortin. Ouais. Et donc, moi, je trouve que c'est une bonne nouvelle. Parce que ces auteurs-là, tout à coup, sont des auteurs, sont des autrices, sont plus québécois. Mais en même temps, si tu regardes les nombris, puis Mort et déterré, ça revient à ce que je te disais, c'est l'écriture est plus intime, personnelle. Tu sais, je parle Mort et déterré, c'est comme les parents, tu sais, depuis que leur fils est mort, que ça se dégénère, l'autre qui boit. Tu sais, c'est fait, il y a un certain degré de réalisme que c'est comme, wow, OK, là, tu sais, c'est un petit peu des fois humoristique. Mais en même temps, il y a quelque chose de profond là-dedans aussi que tu avais dans des nombris, dans la création des personnages, dans les dilemmes qu'ils ont affrontés. Que ça, pour moi, c'est quelque chose, c'est presque underground. C'est typiquement qu'on a ça ici. On dirait qu'on n'a pas le poids d'un héritage de bande dessinée. Fait qu'on peut tout réinventer, puis on peut le faire avec intelligence, puis humour, puis ajouter une profondeur. Puis ça, c'est ça que je trouve que
les Québécois, on a ça, tu sais, moi, en tout cas, que j'aime mettre de l'avant, que je trouve intéressant, parce que je te dirais, quand je suis déçu d'un album, c'est justement c'est trop superficiel. Moi, c'est trop en profondeur, en surface, ça va pas creuser, puis c'est ça qui nous distingue, quand on creuse. Tu as dit quelque chose de très intéressant il y a quelques instants, en disant que d'aller à la rencontre de collègues te donnait envie tout à coup de les lire. Et ça, je trouve que c'est une bonne nouvelle. Parce que combien de fois, ça fait longtemps que je fais des entrevues avec des autrices, des auteurs, et moi, la nature de mon travail, c'est de vous lire. Si je vous lis pas, je peux pas vous parler, je peux pas... Bon. Et souvent, au fil des années, combien de fois je me suis fait dire « Ah ouais, mais j'ai pas le temps de lire, je lis pas, je vais prendre une bière avec un tel là, au festival, mais j'y lis pas. » Et moi, je trouve que c'est terrible. Comment peut-on évoluer dans un milieu si on ne s'intéresse pas à ce milieu-là? Peut-être que c'est parce que moi, je viens du milieu du théâtre, que je viens d'un milieu où l'effort est beaucoup plus collectif. Mais moi, à l'époque où je jouais au théâtre, je consommais beaucoup plus de théâtre que j'en faisais parce que j'allais voir ce que les collègues faisaient. Parce que tout à coup, je me dis, bon, ben un tel, ça se pourrait que je travaille avec, ou un autre. Et moi, je pense que cette réalité-là, si vous lisez collectivement les uns les autres un peu plus, je pense que tout le monde a à gagner de ça, parce que ça va élargir les perspectives, et parce que peut-être aussi que ça va donner naissance à des envies de collaboration. Ouais. Et à des envies aussi d'aller dans d'autres territoires. Je trouve encore au Québec... De prendre des risques. Oui, prendre des risques, puis d'aller dans d'autres publics ou dans d'autres tonalités. C'est moins cloisonné que c'était, mais souvent, quand on fait du jeunesse, puis on va pas du côté adulte, et inversement. Et ça, c'est sans parler de cette nouvelle mouvance-là des tweens, pour le lectorat adolescent. Là. Ouais, tu veux dire young adult, tu sais, ouais, comme on dirait en anglais. Ils appellent ça comme ça maintenant. Okay. Moi, tu vois, à l'époque, quand j'ai commencé à faire de la télé, il y a 20 ans, de la télé jeunesse, ils parlaient de tweens. OK. Ouais, tu vois, je trahis mon âge. mais c'est ça, je pense aussi que cette idée de vous lire et de découvrir mutuellement vos corpus risque aussi non seulement d'enrichir votre production respective, mais je pense aussi que ça pourrait permettre un décloisonnement de la production. Ouais. Tu sais, moi, j'ai vu Jimmy Beaulieu faire du jeunesse, notamment avec Claudia La Rochelle, une toute petite collection très, très mignonne chez... Ah! C'est pas comme des géants, c'est quoi donc? Un éditeur jeunesse. Bref, Jimmy illustre les courtes histoires de Claudia La Rochelle. C'est tellement beau, c'est tellement le fun de voir Jimmy Beaulieu, le swing de Jimmy à faire du jeunesse. Il y a comme... On sent qu'il y a une liberté totale. C'est beau, c'est le fun à voir. Quand on voit Richard Suicide faire son truc de Far West, dont je suis vraiment mauvais avec les titres, Monsieur Méchant. Bref, là, son espèce de personnage de vilain western. Puis tu dis, mon Dieu, du Richard Suicide en jeunesse, ben oui, j'en prendrais plus. Ben oui, puis il y a plein de succès. C'est fou, hein, qui aurait pensé ça quand Richard a commencé. J'ai encore ses premiers albums, c'est super. Il a l'influence de Crum, du collage, c'est fucké, tu sais. Puis maintenant, c'est ça. Mais ça, je te dirais, c'est l'exemple de René Lévesque que j'ai compris. C'est que le public at large qui lit pas de BD a lu René Lévesque avec aucun a priori par rapport au style, puis ils ont tout aimé. Les gens qui ont un a priori, qui lisent beaucoup de BD européennes, ben ils ont eu des petits tics, des problèmes devant certains chapitres plus underground. Fait que on dirait que c'est un conditionnement, tu sais. Puis moi, je préfère une BD qui va rejoindre des gens qui lisent pas, puis ils n'auront pas de, tu sais, c'est ça, ils vont lire ça, ils vont l'accepter comme que c'est, tu sais. Mais je pense de toute manière, Marc, qu'il faut et c'est ce qui se passe présentement avec des succès comme René Lévesque, comme Le Petit Astronaute, comme évidemment Paul de Michel Rabagliati, et j'en passe. Tout à coup, c'est d'atteindre un lectorat extra-muro à la bande dessinée. C'est élargir, parce que pour un jour, peut-être, plus d'auteurs, d'autrices puissent en vivre. Fait que c'est ça, c'est intéressant, là, que
Parce qu'au Québec, on a tout le temps consommé beaucoup de bandes dessinées, mais c'était de la bande dessinée qui venait de l'extérieur. Ouais, soit des États-Unis, C'est ça, ou de l'Europe. Mais, tu sais, on a tous été formés là-dessus. Tu sais, moi, j'ai baigné là-dedans quand j'étais jeune. Fait que, tu sais, c'est pas... il n'y a rien de négatif, mais, tu sais, si on a des super bons auteurs, ben qu'on en parle, puis qu'on aille les chercher, puis qu'on les mette de l'avant. Fait que là, les gens vont s'intéresser à ça, puis ça va permettre encore d'aborder des choses encore plus intéressantes, puis de progresser, tu sais. Mais moi, j'ai trouvé ça très intéressant et très astucieux de ta part pour l'album de René Lévesque. Comme scénariste, de choisir tes collaborateurs, tes collaboratrices aux illustrations de chacun des chapitres que tu as écrits. Parce que, oui, il y a vraiment, sur le volet, il y a une grande variété graphique. Mais au-delà de ça, et c'est ça, moi, je trouve, le grand succès de cet album-là, c'est qu'il y a une cohésion artistique dans cet album-là. C'est que, moi, mon lectorat test, c'est mon épouse. Mon épouse, qui est une lectrice qui n'est pas très patiente, et qui n'est pas forcément, mais qui est exigeante à sa manière. Et moi, ce que j'aime beaucoup faire, c'est lui mettre un album entre les mains, absolument rien lui dire. Puis voir sa réaction. Et après, on va en parler. Et moi, dans ce temps-là, souvent, mes papiers sont déjà écrits. Donc, moi, c'est réglé de mon bord. L'inconscient ne me jouera pas de mauvais tour à tout à coup citer sans m'en rendre compte l'épouse. Et je dois avouer que j'avais quelques appréhensions au niveau de René Lévesque parce que... l'épouse n'écoute pas le balado, donc je peux le dire. Avec tout l'amour que je porte à mon épouse... je trouve qu'elle a une certaine rigidité au niveau graphique, comme plusieurs lectrices et lecteurs qui sont pas forcément familiers avec la bande dessinée. Ceci dit, l'épouse n'a pas le choix d'être familière avec la bande dessinée. Je veux dire, ça fait plusieurs décennies qu'on vit ensemble. Ouais, puis elle vit avec tes livres. Ah ben c'est ça. Moi, je suis peut-être en paix avec mon passé, mais pas avec ma bibliothèque de bande dessinée et de romans et d'ouvrages. Mais tout ça pour dire que j'avais beaucoup d'appréhension parce que je me disais, j'espère qu'elle va pas bloquer au niveau graphique parce qu'on saute d'un genre à l'autre à chaque chapitre. Et ça a passé le test. Okay. Et vraiment, à ce moment-là, Marc, je me suis dit, je ne doutais pas du succès de cet album-là de par le sujet abordé et comment il est abordé, par l'intelligence et la grande sensibilité de ton travail et des collaboratrices et collaborateurs. Mais je me disais, est-ce que ça va passer cette espèce de frontière-là, des fois graphique, qui peut répulser certains lectrices, lecteurs qui sont pas... ou qui sont vraiment des lecteurs assidus d'un genre X de bande dessinée, ou alors un lectorat plus vaste qui connaît plus ou moins le médium. Et quand j'ai vu que ça passait auprès de l'épouse, je me suis dit, OK, là, ils ont un succès entre les mains. Et ça, c'est avant même que les albums arrivent en librairie. Là. Je me suis dit, OK, c'est clair, ils ont un succès. Dire que moi, si on en vend 2000, je vais être content. Et vous en avez vendu plus de 15 000. Oui. C'est quand même pas banal. Ouais, ben, j'ai parlé aux distributeurs, puis eux autres, ils avaient l'air de trouver ça extraordinaire, tu sais. Fait que, mais en même temps, tu vois, je peux pas m'empêcher de m'attrister de ce que tu viens de dire. Parce qu'on est 8 millions d'habitants au Québec, en sachant qu'il y a un analphabète fonctionnel sur 2 au Québec. Ouais. Déjà, ça réduit beaucoup le lectorat. Et quelqu'un m'a dit qu'il avait lu quelque part qu'il y avait potentiellement 250 000 personnes qui achetaient des livres au Québec. C'est pas des millions, là. 250 000 sur 8 millions? C'est ça. Fait que ça donne un peu une idée, là. Mais ça, on dirait que c'est comme des gens plus... Tu sais, c'est ça. Mais je dis ça, et moi, j'ai de la famille qui lisent pas de... Tu sais, ils écouteront pas le podcast, mais j'ai des cousins, cousines qui lisent pas, tu sais. Puis moi, ça m'a tout le temps... Mais je pense que l'idée, là, c'est d'avoir des livres chez toi, puis c'est quelque chose qui se passe, tu sais. Comme mon fils, ben, il me dit autrefois, il a hâte d'avoir une bibliothèque avec des livres, tu sais. C'est comme une source de fierté d'avoir une bibliothèque. Et la lecture engendre la lecture. Hein? C'est ça. Puis autrement, c'est être fier d'être cultivé, de se cultiver, de chercher, d'essayer de comprendre, là. Je veux quand même terminer cette entrevue-là sur une note d'espoir par rapport à la discussion qu'on a là. Ça fait des années que je donne des conférences sur la bande dessinée dans les écoles, maisons de la culture. Et là, depuis peu,
j'ai commencé à donner des conférences sur la bande dessinée dans des milieux de francisation et d'analphabétisation. OK. Et on n'est jamais prêt à ça. Moi, j'ai aucune formation pédagogique quelconque. Et c'est extraordinaire dans ma pratique. J'appelle ça formation passion. Ouais. Et je vais toujours me souvenir d'un organisme, le premier organisme en alphabétisation où je me suis présenté pour aller donner une conférence. Et d'entrée de jeu, il y a une participante de manière très, comment je pourrais dire, très frontale, très naïve, très bon enfant, m'a dit « Ah, mais moi, monsieur le duc, que je sais pas lire. » Et j'ai dit « Je vous arrête tout de suite. » Je dis « Ce qui est extraordinaire avec la bande dessinée, c'est que l'écriture, elle est double. Oui, il y a du texte, mais le dessin, c'est une écriture. Et je dis la bonne nouvelle, c'est qu'il n'y a personne de pratiquement analphabet ici. » Ouais, ça, je suis totalement d'accord avec toi. Surtout qu'aujourd'hui, on consomme tellement d'images. Puis j'ai trouvé ça aussi en enseignant la scénarisation, c'est que les gens qui allaient étudier là-dedans, il y avait un sens inné de l'agencement d'une suite d'images. Puis je pense que c'est le fait qu'on a la génération télévision, images, tout ça, tu sais, on engobe, puis après ça, on déchiffre instinctivement ce langage-là. Fait que c'est ça. Fait que je pense que c'est une des raisons pourquoi la bande dessinée, aujourd'hui, elle devient de plus en plus populaire, parce qu'elle est comme un espace qui permet d'aller en détail ou de lire, tu sais, mais elle t'introduit dans un univers artistique, mais facilement, tu sais. Marc Tessier, merci beaucoup de ton temps. Et je me permets de souhaiter longue vie au jeune auteur que tu es. Ouais, j'en ai des projets, là. Ben, merci Jean-Dominique, c'est toujours un plaisir de jaser avec toi, là. Stimulant et enrichissant, là. Alors écoute Marc, au plaisir de te lire et bon festival d'Angoulême et bonne exposition rétrospective à Valium à Marseille dans les prochaines semaines. Merci, je pense qu'on va être bien représenté et on va avoir beaucoup de plaisir, là. Indicatif sonore, Xavier Pinchot. Entre deux cases est une production La Bande dessinée québécoise. Pour nous suivre, rendez-vous au labandedessinéequébécoise.ca. À bientôt.